Alors Sylvie Retailleau, bonjour. Bonjour Anne-Sophie. Nous démarrons notre série d'entretiens sur le programme de mécénat Femmes et Sciences de la Fondation de l'Université Paris-Saclay avec toi. Alors Sylvie, je refais un petit historique. Tu as été présidente de l'Université Paris-Saclay pendant 2 ans. L'Université Paris-Saclay, 2 ans et demi, et puis avant Paris-Sud depuis 2016. 2016. Tu as été aussi ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de 2022 à 2024. Tu es une physicienne, professeure des universités. Et donc c'est avec toi, Sylvie, et notre vice-présidente actuelle de l'Université Paris-Saclay, Clotilde Coron, que nous avons élaboré ce programme de mécénat Femmes et Sciences. Alors avant de revenir un petit peu sur ce programme, j'aimerais bien qu'on revienne sur les constats de départ qui nous ont conduits à préparer ce programme de mécénat. Il y a un chiffre que tu donnes souvent et que je trouve quand même très frappant. Tu dis que si nous attendons patiemment la parité femmes-hommes parmi les diplômés en ingénierie en France, elle sera atteinte en 2148. Tu peux nous expliquer quand même un peu ce chiffre qui est malgré tout assez sidérant? Tout à fait. Oui, si on regarde en fait l'évolution des diplômés en formation d'ingénieur, donc des diplômés femmes, finalement de 2010, on était à 27% de diplômés femmes ingénieurs, et en 2022, on est passé seulement à 29% de diplômés femmes ingénieurs. Et donc si on prolonge cette évolution, et malheureusement en ce moment elle est même plutôt descendante, mais même si on prolonge cette évolution très très lente, trop lente, eh bien effectivement c'est le chiffre que tu donnes, on serait à la parité en 2150 environ. Donc on voit que ça évolue, mais ça évolue beaucoup trop lentement depuis des années et des années, malgré tout ce qui peut être fait. Et donc quelque part il est important d'avoir cette parité, ou en tout cas d'impliquer les femmes dans les sciences et technologies, et c'est pour ça qu'il faut passer la vitesse supérieure. J'ai envie de te poser aussi une question. Un monde, le monde des sciences sans femmes, ça ressemblerait ou ça ressemble à quoi? Eh bien, en fait, ça ressemble à ce qu'on subit un petit peu depuis des années et des années, puisque on n'a pas un monde de sciences sans femmes, mais on a un monde des sciences, et surtout certaines sciences, les sciences pour l'ingénieur, le numérique, les mathématiques, la physique, sont vraiment des sciences où il manque énormément de femmes. Juste pour donner un chiffre encore, mais je pense que c'est important, en numérique aujourd'hui et dans les formations informatiques numériques, c'est 25% dont nous parlions tout à l'heure, c'est 13% en gros de filles, de femmes dans le numérique. Et alors les exemples qui fait que frappant qu'un monde sans femmes dans la science, déjà dans une science qui est la médecine, on le sait, par exemple pour diagnostiquer un problème cardiaque, eh bien ça fait peu de temps que l'on sait que les symptômes, ou en tout cas les signes qui donnent cette problématique cardiaque est différent chez la femme et chez l'homme. Et donc pendant longtemps, les femmes ont eu des accidents cardiaques mal diagnostiqués ou pas pris à temps, parce qu'on n'avait pas effectivement bien caractérisé les symptômes de ces accidents. Un autre exemple, dans le secteur où aussi il manque de femmes, c'est l'automobile par exemple, tout ce qui est la mécanique, l'ingénierie. Eh bien pendant des années et des années, les tests sur les airbags ont été faits avec des mannequins, qui étaient des mannequins avec la morphologie, le poids des hommes. Et le jour où on s'est aperçu que quand même il y avait des femmes dans les voitures, et donc il fallait tester les airbags avec des mannequins femmes, on a fabriqué les mannequins femmes et on les a mis sur le siège passager. Donc des exemples comme ça, on en a dans la domotique, on en a dans beaucoup de choses, c'est-à-dire que le monde est d'abord programmé, construit, fait à l'image des hommes, et il y a des différences effectivement entre les hommes et les femmes dont il faut tenir compte. Et puis je pense aussi qu'un monde qui n'est pas construit avec les femmes, et dans les sciences c'est pareil qu'ailleurs, c'est un monde où on ne tient pas compte de cette diversité, et il est montré dans tous les travaux de recherche que la diversité, ça apporte énormément au niveau de la créativité, au niveau du management intérieur dans une gouvernance, au niveau effectivement de l'ambiance, mais aussi de la productivité qui est liée à toute entreprise, et le monde des sciences respecte cette règle aussi. Et chassons peut-être assez vite une idée reçue, mais qu'on entend quand même encore aujourd'hui. S'il y a si peu de femmes dans les sciences, c'est que finalement elles seraient peut-être moins faites pour les sciences. Qu'est-ce que tu répondrais pour éloigner quand même cette idée-là très vite? Alors c'est faux. Déjà, soyons très clairs.
Et c'est démontré scientifiquement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les mathématiques, etc., on a avancé dans des sciences qui sont les neurosciences et bien d'autres, et qui montrent que les femmes ne sont ni plus ni moins faites que les hommes pour faire des sciences, pour faire des mathématiques, pour faire de l'informatique. Par contre, l'éducation, les biais sociétaux, je dirais toute notre formation et tout ça à partir de l'école primaire joue énormément avec effectivement ces biais qui vont faire en sorte que petit à petit les femmes vont s'éloigner de ces sciences comme l'informatique, les mathématiques ou les sciences pour l'ingénieur. Mais originellement, de base, aucune raison. Donc allez-y. Alors, on va revenir sur les propositions, les mesures qu'on essaye de mettre en place ici à l'Université Paris-Saclay, mais je donnais un chiffre tout à l'heure que tu mentionnes souvent, une anecdote aussi que tu mentionnes souvent, qui est aussi très révélatrice. Quand tu as été nommée présidente d'université, il y avait une photo qui a été prise, assez marquante. Tu peux nous raconter un peu cette photo, Alors, qui montre aussi ce qu'être une femme aujourd'hui. Voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas que dans les sciences, il y a le côté effectivement participer aux sciences, et ça je pense qu'il faut vraiment passer les messages aux jeunes filles en disant qu'on a besoin d'elles aujourd'hui pour résoudre les défis de demain, les défis climatiques, les défis de santé, les défis d'égalité, et c'est aussi par les sciences et leur participation. Mais dans les gouvernances, et là c'est plutôt les plafonds de verre, on a aussi besoin de management féminin et de participation des femmes. Et quand j'ai été présidente d'université, donc cette université Paris-Saclay, qui a été composée de beaucoup d'écoles, mais aussi de la participation d'organismes de recherche, etc., on a été à peu près 18 membres. Et donc, le premier conseil que l'on a fait, il y a une photo où on voit 17 hommes et une femme avec une veste rouge au milieu, puisque j'étais présidente, voilà. Mais le reste, c'était que des hommes. Et je pense que ça, c'est très révélateur du système dans lequel on vit aujourd'hui, que ce soit en sciences, dans l'académie, dans les entreprises, en politique, etc., où effectivement, plus vous prenez des responsabilités et plus on se retrouve un peu seul. Et là, je dirais le mot de patriarcat résonne beaucoup. Alors grâce à toi, on a quand même élaboré un programme de mécénat assez volontariste. Et puis c'est vrai qu'on accompagne vraiment une ambition de l'université de faire de cette question des femmes dans la science une priorité. Peut-être nous dire un mot sur la façon dont ce programme s'est construit et surtout pourquoi l'acteur Université Paris-Saclay est vraiment le bon acteur, j'allais dire, pour s'emparer de ce sujet. Pourquoi il est important que notre université s'en empare? Alors je pense qu'il y a, on l'a dit depuis le début, malgré les chiffres, il y a beaucoup d'actions qui sont faites à tout niveau et il faut continuer. Et je pense que tous les acteurs doivent s'en emparer. Et donc, comme tous les acteurs doivent s'en emparer, notre université, elle doit s'en emparer aussi bien dans leur formation, mais dans la façon d'accompagner effectivement la valorisation et faire très attention aux violences sexuelles et sexistes à l'intérieur de l'université, aux carrières, etc. Mais pourquoi l'université Paris-Saclay peut jouer un rôle peut-être particulier, avec un impact particulier, parce qu'on est une université visible et on est une université avec 50 000 étudiants, 8 000 chercheurs, 8 000 personnels. Donc déjà, le poids de l'université, la masse de l'université, les gens que l'on peut toucher, mais les gens aussi qui peuvent être actifs à porter cette parole, à participer à des actions est très importante. Et donc, on a d'autant plus cette responsabilité de participer à des actions, de mener avec la fondation de l'Université Paris-Saclay ce programme Femmes et Sciences, que l'on sait que l'impact que l'on peut avoir au sein de l'université, mais aussi dans la société, tous les étudiants qu'on va former, qui vont ensuite être des ambassadeurs de ces actions là où ils vont travailler, ça peut être un impact très fort à court, moyen et long terme. Donc on a cette responsabilité et je pense qu'en partenariat aussi avec des entreprises, en partenariat avec les collectivités, parce qu'on n'est pas tout seul et une université est ouverte, on va, je dirais, augmenter cet impact et puis pouvoir travailler sur les bonnes pratiques encore plus avec nos partenaires. Peut-être aussi l'Université Paris-Saclay, on le répète souvent, mais c'est important de le répéter, cette fameuse 13e place que nous avons aujourd'hui dans le classement de Shanghai, qui est sans doute le classement le plus connu, en tous les cas aujourd'hui, dans le monde universitaire et de la recherche. On est le petit drapeau français qui est planté là, dans ce top 15 du classement de Shanghai, à côté d'universités américaines qu'on connaît très bien, Harvard, le MIT, des universités anglaises, Oxford, Cambridge.
ce petit drapeau français, ça exige aussi peut-être de nous une forme d'exemplarité sur ces sujets-là? Exactement. C'est-à-dire c'est cette responsabilité, ce potentiel. Effectivement, d'abord, c'est un devoir. C'est effectivement une exemplarité, une responsabilité. Et quand on est regardé parce que ça brille, mais quand ça brille, ça nous donne des devoirs d'exemplarité, de responsabilité et de développement encore plus de ce type de programme d'égalité, d'inclusion. Et je pense que le secteur femmes et sciences, puisqu'on est aussi une université très sciences et technologies, donc avec beaucoup de collaborations à l'international, on fait partie d'un réseau d'universités européennes et tout, donc on peut partager aussi ce programme avec d'autres établissements européens, internationaux, et je crois que c'est ça aussi qui augmente cet impact. Mais oui, en effet, ce petit drapeau, quelque part on en est très fiers, mais c'est derrière une grosse responsabilité à porter pour la France, pour l'Europe et au niveau de l'international. Alors on va dire un mot de notre programme de mécénat. Donc on a construit ce programme de mécénat où on essaye de faire venir à nous des entreprises pour nous accompagner et nous aider. Il y a 3 volets dans ce programme. Travailler en amont de l'université, ça c'est un volet qui tient particulièrement à cœur parce que l'université a des outils de sensibilisation et d'ouverture au monde scientifique pour des primaires, des collégiens et des lycéens. Et donc peut-être nous dire un mot de la MIS, notre maison d'initiation aux sciences, qui te tient particulièrement à cœur. Alors oui, merci de la question parce qu'effectivement l'université c'est pas que de la licence ou du premier cycle jusqu'au doctorat et tous les labos de recherche. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'université c'est inclusif, c'est ouvert sur le monde, c'est aussi un rôle vers la société avec et pour la société. Et d'ailleurs, on a au sein de l'Université Paris-Saclay créé, en même temps que sa création, un service, la Diagonale, qui porte ces actions de médiation, qui porte beaucoup d'actions avec nos partenaires, les primaires, les collèges, les lycées. Et il y a beaucoup d'enseignants-chercheurs, de chercheurs, d'ingénieurs qui participent à ces actions. Et l'université a aussi le devoir de les valoriser et d'accompagner. Et dans le cadre de ces accompagnements, effectivement, pour aller toucher, parce que ces biais, combattre les biais, ça doit se prendre dès la maternelle et ne jamais les lâcher jusqu'à finalement l'insertion dans le monde professionnel. Puis ensuite, dans le monde professionnel, il y a encore d'autres actions à mener, mais en tout cas pour nos jeunes, c'est quelque chose qu'on doit mener pied à pied tout au long de leur scolarité. Et je pense qu'on a aussi un rôle à jouer avec l'éducation nationale dès la primaire. Et la maison d'initiation et de sensibilisation aux sciences, la MIS, qui est en partenariat aussi avec la région Île-de-France, qui est en partenariat avec des partenaires, mais comme le CNRS par exemple, et tous nos partenaires sur le territoire, accueillent des élèves, des classes primaires et collèges, et en fait leur ouvre la porte d'une maison juste incroyable pour leur faire des ateliers scientifiques très pluridisciplinaires, très ouverts sur les enjeux de société, très ouverts aussi sur les métiers. Voilà, c'est un mélange. On les laisse faire, on développe leur esprit critique, leur méthodologie, et on tient compte dedans de faire attention à ces biais pour attirer les femmes vers les sciences. Aujourd'hui, par exemple, dans le cadre de la MIS et plus largement, on développe un atelier en intelligence artificielle. C'est sûr que quand on parle d'intelligence artificielle, ça marque tout le monde et en même temps, c'est très masculin pour ceux qui vont, les métiers liés à l'intelligence artificielle. Et on développe un atelier pour les collégiennes Donc en intelligence artificielle. 100% filles. 100% filles, puisque, alors que évidemment les ateliers à la MIS sont des classes mixtes et c'est très important, mais là on expérimente ce qui a été montré aussi scientifiquement, parce que par ces biais, les filles, lorsqu'elles sont mélangées et qu'elles font des sciences, ont souvent une sorte d'autocensure qu'il faut combattre, de poser les questions, de prendre la parole, finalement de se mettre en avant et de participer fortement. Et en primaire, c'est quelque chose qui a été démontré. Donc pour qu'elles puissent pleinement participer à cet atelier en intelligence artificielle où on va leur montrer des applications en santé, des applications en environnement. Donc on le sait, qui parle particulièrement aux jeunes filles, eh bien l'idée c'est qu'elles participent pleinement à cet atelier et qu'elles le prennent en main. Et c'est vrai que cette expérimentation, cet environnement, mais qui a déjà été faite par exemple à l'EPFL en Suisse ou autre, eh bien est quelque chose qui nous tient à cœur et qui est porté aussi par l'Université Paris-Saclay. Alors ça, c'était le premier volet, comment l'université, comment grâce à des outils qu'on a mis en place, on peut se tourner vers le primaire, le collège et le lycée. Il y a évidemment tout ce qui se passe à l'université,
Donc grâce à ce programme de mécénat, on espère mettre en place plus de bourses pour les filles et les accompagner sur des parcours de réussite, mettre en place du mentorat. Mais il y a aussi cette idée de développer des ateliers qui peuvent accompagner les jeunes filles en master et aussi nos toutes jeunes diplômées sur toutes les questions, j'allais dire un peu hors compétences scientifiques, technologiques, mais aussi sur ce qu'on appelle les soft skills, sur ce leadership au féminin, parce que ça peut aussi être le rôle de l'université de les préparer à l'arrivée dans le monde professionnel. Et donc on souhaite effectivement développer aussi ces ateliers-là au sein de l'université. Ça, c'est quelque chose qui nous est apparu, Sylvie, assez important. Alors d'ailleurs, c'est quelque chose, on le voit, hein, quand on veut embarquer les entreprises avec nous et qu'on leur présentait le programme, qu'on essaie de le co-construire, parce que le but c'est que ce soit utile, donc que ce soit adapté à ce qui est demandé, c'est revenu souvent. C'est-à-dire oui, mais souvent nos jeunes aujourd'hui, quand ils sortent, au niveau connaissances, dans les domaines de spécialité, ils sont bons en fait, finalement notre formation est reconnue, mais il manque souvent ces fameux soft skills. Alors ce qu'on dit pour les filles là, c'est vrai pour tout le monde, hein. Il faut bien évidemment le développer pour tout le monde, c'est ce que l'on fait, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a probablement une manière un peu différente de le développer et de s'adresser aux jeunes filles. Donc dans le cadre de ce programme, c'est comment justement s'adresser aux jeunes filles pour essayer de casser cette autocensure, casser ce qu'on appelle syndrome de l'imposteur par la suite, que parfois elles ne connaissent pas quand elles sont jeunes, et c'est une très bonne chose, mais qu'elles découvrent au fur et à mesure de l'évolution de la carrière. Donc l'idée est d'anticiper aussi, de leur ouvrir des portes. Pour autant, ce syndrome de l'imposteur et cette autocensure, même si elles existent, et il faut le combattre, je pense qu'il y a un message à passer à nos jeunes filles, de se dire finalement leurs propres caractéristiques, cette diversité qui enrichit le monde, il ne faut pas non plus l'effacer. Il ne faut pas la combattre. Et que quand on prend des responsabilités, c'est cette richesse qui va faire un management plus équilibré ou plus ouvert, ou avec une bienveillance, un cadre bienveillant différent. Et donc le côté copier ce que font les hommes, la façon d'endosser un costume, un rôle, une fonction, c'est quelque chose où il faut garder sa personnalité, où il faut garder cette différenciation. Oui, allez-y, vous en êtes capable, mais n'essayez pas à tout prix de ressembler, ne renoncez pas à ce que vous apportez en étant des femmes à la société. Et ça, c'est, je pense, un message que l'on doit avoir équilibré, parce que oui, la société, on a des normes sociétales, et les normes sociétales sont faites sur des modèles masculins. C'est ce côté modèle patriarcal. Et je pense qu'on doit aussi changer les normes sociétales, pas uniquement faire ressembler et faire coller à ce modèle qui existe. Et voilà, donc c'est comment on s'adresse à elles, comment on les encourage, tout en cultivant cette différenciation qui enrichit en fait finalement aussi bien le monde de la science que le monde d'une certaine gouvernance, que le monde des entreprises, que le monde de la politique. Finalement, on a besoin des femmes partout et dans tous les postes. Puis il y a un dernier volet à ce programme, encore une fois, ce qui se passe avant l'université, des parcours de réussite, les accompagner ici à l'université. On est là dans la bibliothèque de l'université, la toute nouvelle bibliothèque du campus de Paris-Saclay. Et il y a aussi être une université en interne sur nos pratiques exemplaires. On ne s'est pas écarté de ce programme. Donc on a pensé aussi à l'égalité femmes-hommes ici à l'université, aux relations femmes-hommes. Et je donnerais peut-être 2 exemples. Le premier, c'est qu'on va accompagner nos chercheuses, grâce notamment à tout un programme autour des frais de garde pour les enfants. C'est de permettre à nos chercheuses qu'il n'y ait pas de difficulté de conciliation vie professionnelle, vie personnelle. Et donc, toute chercheuse qui souhaite bouger en France, à l'étranger, pour des colloques, pour représenter ses travaux de recherche, etc., qu'on puisse les accompagner grâce à des frais de garde. Il y a aussi ce qu'on a mis en place assez rapidement, on en est quand même assez fiers grâce à du mécénat, c'est aussi d'accompagner juridiquement toute étudiante, toute chercheuse, tout personnel qui serait victime d'agressions sexuelles sur notre campus pour faire que ce lieu soit un lieu aussi où on se sente en sécurité. C'était important aussi que quelque part, j'allais dire dans notre fonctionnement interne, je pourrais ajouter aussi dans notre gouvernance, c'est un sujet qui te tient aussi beaucoup à cœur, que les femmes soient présentes dans la gouvernance de l'université Paris-Saclay. C'était important aussi qu'on pense à ça. C'est fondamental. En interne pour nous. C'est fondamental, c'est vrai que soit présente, soit visible, soit certains postes, voilà, avec un équilibre. Et puis le suivi des carrières au niveau des ressources humaines, la présentation des promotions, de regarder. Alors c'est
factuel, mais ça apporte beaucoup parce que ça nous met devant les responsabilités. Donc je pense que c'est ce rôle des conseils qui exige, et ça c'est une très bonne chose, d'avoir des résultats genrés. Pour pouvoir ensuite évoluer, il faut déjà avoir un constat. Et ça, c'est quelque chose d'important dans tous les services de l'université. Il doit y avoir cette prise de conscience. Et quand on a des rapports à faire, des indicateurs, eh bien oui, il faut montrer qu'on a cet équilibre, qu'on tend vers, ou alors si on ne l'a pas, constater le problème et voir quelles mesures on peut prendre. Ce n'est pas toujours facile. Avoir la parité dans un comité de sélection en maths quand il y a déjà très peu de femmes, la contrepartie, c'est qu'au bout d'un moment, moi j'étais en physique, sciences pour l'ingénieur, on est très sollicité, c'est-à-dire qu'on va aller à tous les comités de sélection. On dit oui, ok, mais j'ai autre chose aussi à faire. Et donc on voit que c'est compliqué parfois à faire. Donc c'est sur du long terme, c'est des choses où il faut de l'accompagnement, mais une volonté qui s'affiche par des mesures. Et effectivement, on le sait, les problématiques de violence sexuelle et sexiste chez les étudiantes, mais aussi on a des soucis chez les doctorantes parfois, mais chez les chercheuses et tout personnel féminin et masculin. Mais là on parle des femmes, mais voilà. Et c'est vrai que l'université doit avoir ces cellules d'écoute, soit avoir cet accompagnement juridique, peut-être psychologique, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est important, et avoir cette confiance de savoir que l'université va traiter le problème. Donc je pense que toutes ces mesures, on ne peut pas ensuite être crédible à des mesures vers les jeunes filles, vers l'extérieur, pour pouvoir attirer des jeunes filles, si à l'intérieur, pour nos personnels, nos étudiantes, on n'essaye pas de proposer ces mesures d'accompagnement et puis d'équité et de valoriser la diversité. Sylvie, j'ai encore 2 questions à te poser. La première, es-tu confiante? Penses-tu que quand même, dans les années qui viennent, on va pouvoir faire évoluer les chiffres qu'on a partagés ensemble en début d'entretien? Et j'allais dire, si tu avais un horizon de temps, je sais que c'est pas facile, mais aurais-tu un horizon de temps? Est-ce qu'on parle à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans? Et puis ma deuxième question, c'est en quelques mots, t'adresser à des jeunes femmes qui aujourd'hui se sentent bonnes en maths, se disent pourquoi pas moi, comment les convaincre, ces jeunes lycéennes peut-être qui s'intéressent aux sciences. Alors déjà sur la première question, je dirais l'horizon du temps dans toutes ces transformations ou ces évolutions, c'est toujours quand même du temps long. Mais effectivement, pour pas que ça soit 2150, comme on disait au début, je pense que se donner des objectifs à 10 ans, avec des actions, des politiques sur la durée, une durée de 20 ans, mais avec une première étape de résultat, première 5, 10, mais il faut envisager des actions sur du temps long. Et pour avoir une vraie transformation et des résultats, le temps long, c'est au moins une politique sur 20 ans. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 10 ans, on n'espère pas des résultats, mais ça veut dire que vraiment, si on veut transformer, on a besoin de 20 ans. Et c'est pour ça que, voilà, avoir des politiques stables au niveau du terrain, au niveau d'institutions, portées par des acteurs comme l'université, les entreprises, c'est capital, parce qu'il n'y a que ces acteurs de terrain qui peuvent porter des politiques fortes sur du temps long, c'est-à-dire des politiques de 20 ans. Et je pense que si on se met ensemble pour les porter, sur 20 ans, avec une certaine constance, on peut changer les choses. Pour autant, est-ce que je suis optimiste aujourd'hui? Moins. Peut-être, voilà, je suis optimiste quand je vois comment sur notre territoire, nos partenaires sont enthousiastes et demandeurs, les entreprises, les collectivités, évidemment les établissements d'enseignement supérieur, les organismes. Mais quand je regarde un peu plus largement ce qui se passe et quand je regarde à l'international et que ça, je suis plutôt inquiète. Et c'est vrai que quand on voit que les mots diversité deviennent interdits dans des grands pays comme les États-Unis, ou en tout cas deviennent, oui, dans nos secteurs de recherche, voilà, c'est l'inclusion, la diversité, les études sur les femmes, même des études de santé des femmes ne sont plus financées. Eh bien, c'est quelque chose qui inquiète fortement. Et je crois qu'aujourd'hui, pour combattre cet obscurantisme, pour combattre ce populisme qui est quand même en train de monter, et ça, il faut que les jeunes en prennent conscience, pour retrouver quelque chose qui est de l'équilibre, du vrai débat, du vrai dialogue, parce que rien n'est simple, les solutions ne se trouvent pas, voilà, c'est pas de baguette magique, mais quand même dans ce que j'appellerais une gamme de propositions raisonnables, démocratiques et humaniste. Je pense que l'éducation, la science
la démarche scientifique, la méthodologie scientifique, revenir à des faits, revenir au fait qu'on pose des constats et on part de constats, eh bien, effectivement, à travers l'éducation, mais la science sous toutes ses formes, je pense qu'on aura beaucoup à gagner pour combattre finalement cet obscurantisme qui est un des premiers obstacles, en particulier à l'égalité homme-femme et à tout ce qui est diversité. Voilà. Donc je pense qu'il y a du travail et que c'est d'autant plus pour ça qu'aujourd'hui, notre université doit s'en emparer. Alors le message. Voilà. Donc moi, si je devais passer un message aux jeunes filles, c'est évidemment d'y aller. D'abord de faire ce qu'elles ont envie de faire, que tout est possible, que c'est pas parce qu'il y a des difficultés par moment, on en subit tous, on peut même avoir des échecs. Les échecs sont constructifs, nous construisent aussi si on arrive à les surmonter. Donc il ne faut pas avoir peur de tenter, d'essayer et de rebondir, de trouver des chemins de traverse parfois pour arriver à son objectif. Et ça, je crois que c'est la règle générale pour faire ce que l'on a envie de faire. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, s'il y en a qui aiment les maths, la physique, les sciences, mais surtout allez-y parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de jeunes filles dans ces disciplines. Et aujourd'hui, des jeunes filles qui vont se diriger dans le secteur de ces disciplines, l'informatique, les mathématiques, les physiques, vont faire beaucoup d'autres choses que des maths. Ce sont aujourd'hui, le monde est rempli d'interdisciplinarité. Et à travers l'intelligence artificielle, les mathématiques, la physique, elles vont agir dans le secteur de la santé. La santé aujourd'hui, sans IA, sans intelligence artificielle, sans données, eh bien on ne continuera pas à faire évoluer la cancérologie, comment soigner demain. C'est pareil pour l'environnement. Sans pouvoir modéliser, sans pouvoir avoir cette intelligence artificielle des sciences pour l'ingénieur, on ne trouvera pas non plus les bonnes solutions pour tous les problèmes du climat, de la biodiversité, etc. Et donc en allant vers ces types de disciplines, elles vont s'ouvrir des perspectives dans beaucoup de domaines et des perspectives et je dirais un métier ou des compétences qui seront très demandées, qui seront très efficaces et qui seront très pertinentes dans ces domaines qui répondent aux enjeux de société. Et je pense qu'elles apporteront quelque chose de différent. Donc c'est oui, on a besoin de vous. Allez-y, foncez. Ne vous laissez pas dire que c'est pas possible. C'est toujours possible. On trouve un chemin plus ou moins long, plus ou moins direct. Et en particulier dans ces domaines-là, je pense que le 21e siècle a besoin de femmes dans les sciences pour résoudre les enjeux de société. C'était un excellent mot de la fin. Merci beaucoup Sylvie Retailleau pour cet entretien. Merci Anne-Sophie.